Bonjour à toutes, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur qui s'ouvre ainsi. Matin Bonheur à voir également l'après-midi, comme vous le faites en ce moment. Si vous nous regardez en rediffusion, très heureux d'être en votre compagnie en ce 28 avril, mardi 28 avril 2020. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Est-ce que vous êtes en sécurité là où vous travaillez? Est-ce que votre environnement professionnel garantit votre santé? Chez les journalistes, parfois on parle de clause de conscience qu'on évoque lorsque le journaliste n'est pas en adéquation avec la ligne éditoriale de son entreprise de presse. Et au niveau de la sécurité au travail, c'est un peu pareil. Ainsi, on peut risquer la comparaison. Est-ce que lorsque vous vous levez le matin pour aller travailler, votre environnement concourt à votre bien-être? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes épanoui? Autant de questions, mesdames et messieurs, qui restent en suspens dans le monde, parce que tenez-vous bien, chaque année, il y a 2,2 millions de personnes qui meurent. 2,2 millions de personnes qui meurent dans le monde, soit 5 000 personnes par jour. Les chiffres font peur, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce que les organisations chargées de la normalisation, de la certification font pour que ceux qui travaillent soient en sécurité au travail? On va aborder un peu ce sujet avec notre spécialiste. Ce sera dans le volet droit aujourd'hui parce que c'est mardi. Et puis avec lui également, nous allons parler de droit et Covid. Maître Koné qui est bien une icône du droit dans notre émission matinale avec sa reprise. Pendant de nombreuses années, il était avec nous et puis c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouve. Le Covid a du bon parce que ça permet à tout le monde d'être en place et donc d'être accessible. Matin Bonheur, celui qui s'occupe de votre confort visuel n'est autre que Monsieur Jacques Brou, avec une magnifique équipe autour de lui, Oscar Banga au niveau du son, sans oublier mon ami Francis au niveau de la vidéo, et puis toutes ces mains magnifiques là qui font en sorte que le matin soit toujours malin. Bonjour, bonjour, chers parents, chevaux à la maison. Quoi d'abatté pour vous servir. Aujourd'hui, nous avons une séance step. Mais innovation, c'est un step, on va utiliser la musique traditionnelle ivoirienne. OK? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le Tradi Step. OK? Bon, sur place, on va commencer à se chauffer pour la séance. Avec la musique, hein? Bouge. Là, bouge maintenant. Là, bouge. Là. Avec mouvement de main. OK? La musique du terroir. Bouge. Bouge. Continue. Reste là la jambe. Et là, monte. Bouge. Continue. Change. Bouge. Bouge. Pose. En bas, marche. Marche. Et top. Allez. Bouge. 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 Rapide. Change. OK? Pause. Descends. Doucement. Bouge. 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 Rapide. Allez, les deux pieds, les deux. On monte. OK. Bouge là. Dépense son énergie. Avec bien sûr le sourire. On est en V. Sur step. Et on descend en A. Bouge. Bouge. On reste en bas. Oblique. Là. Bouge. Continue. On change. Reste en bas, marche. OK. Continue de marcher. Deux. Et c'est parti. Bouge. 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 OK. OK, on reste en bas. OK. Oblique alterné. Donc là, là,
Là, ok. 2, 2, 2. Bon, c'est parti. Change. 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 Reste. Ça peut aller? Ok. Le mouvement, il est simple. Talon bien fesse. Avec mouvement de main, bras, coude. Bouge. Continue. On ne descend pas loin. Et pose. Allez. Bouge. Hein? 1, 2, 3, 4 et 8. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. Oui, c'est vrai, on a entendu. Ça, c'est la réclame, c'est la marque donc, de notre coach. C'est difficile le sport, mais c'est vital. Hein, ça résume un peu la vie. La vie, c'est pas évident, mais bon, il faut se jeter à l'eau. Et c'est ce qu'on fait chaque matin avec près d'une cinquantaine de personnes à votre service afin que vous puissiez vous réveiller, passer un bon matin ensemble, passer l'après-midi de façon confortablement installée pour suivre un peu les highlights, les meilleurs moments de ce rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le 118e jour de l'année, c'est la Sainte-Valérie. Vous savez, Valérie, ce sont des femmes discrètes, gracieuses, difficiles à impressionner, mais des femmes très généreuses. Hein, c'est ce que dit la signification des noms. Donc, on salue toutes les Valéries qui nous regardent à travers le petit écran. On leur fait un gros et un grand bisou. Matin Bonheur qui va se décliner à l'aune du droit avec Maître Koné Kiyobien qui est avec nous déjà installé. Bonjour Maître, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ok, on va revenir à vous dans quelques instants. Mais lui aussi, il est installé avec ses yeux de lynx, sans porter des lunettes, lui. Et il voit ici, donc, de très très loin, tous les journaux. Oui, il a le numéro de téléphone de tous les rédacteurs en chef et tous les directeurs de publication. C'est un homme qui a des relations. Comment il va, Renaud? Je vais bien. Ça va bien? Bien ça réveillé? va, super, super, très bien réveillé. Pas trop fatigué? Non, c'est vrai qu'on est va. en fin de saison, mais bon, ça va, toujours Non, la ça pêche. va, ça va. C'est maintenant même qu'on a la pêche. C'est maintenant même qu'on a la pêche. Oui, oui, Ok. oui. Matin Bonheur, mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment de la revue de presse. Je rappelle, réalisation, Monsieur Jacques Brault. Lutte contre le coronavirus. Les personnes déclarées guéries, attention, peuvent recontracter à nouveau, recontracter la maladie. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Effectivement, c'est ce que révèle l'Inter dans cet article intitulé « Attention, les personnes guéries du Covid-19 ne sont pas immunisées ». Pour soutenir cette thèse, le confrère s'appuie sur un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé dans lequel Tedros Adhanom, son directeur général, révèle qu'il n'existe aucune preuve que les personnes testées positives au nouveau coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection. À bon entendeur. Salut. La lutte contre le coronavirus, toujours dans le secteur des transports, prend une autre forme. Oui, après la sensibilisation, place à présent à la répression contre le non-respect des mesures barrières dans le milieu du transport. Cette nouvelle phase a débuté hier et à cet effet, les policiers et gendarmes sont déployés dans les gares routières et dans le Grand Abidjan pour veiller au respect de ces mesures selon le Patriote. Okay. Lutte toujours contre le coronavirus. Soir Info nous conduit au niveau du centre hospitalier universitaire de Trècheville. Oui, et pour nous servir de guide au cœur du dispositif de riposte que cette formation sanitaire propose, le confrère nous offre son directeur général à travers une interview exclusive dans laquelle il dit tout et livre des confidences. Parmi ses révélations, Yao Etienne souligne notamment comment le service des maladies infectieuses et tropicales Smith, où tous les patients de la pandémie sont conduits, s'est préparé contre le Covid-19. Ok, en tout cas, on est de tout cœur avec tous ceux qui travaillent, hein, qui luttent avec les moyens, hein, franchement, qu'ils ont. Chapeau, les gars, et puis la nation vous saura vous être reconnaissante un jour, très, très certainement. Fraternité Matin fait le compte-rendu du sommet extraordinaire de l'UMOA sur le coronavirus qui s'est tenu hier. Faire un front commun des chefs d'État pour vaincre la pandémie, c'est l'une des propositions majeures faites par Alassane Ouattara au cours de cette réunion des dirigeants de l'espace monétaire régional qui s'est tenue par visioconférence en raison du Covid-19. Eh bien, selon le chef de l'État, qui est par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, la situation actuelle oblige les pays de l'Union à avoir une réponse collective et concrète. Tout à fait. Alors, dites-nous, mon très cher Renaud, 2020 en Côte d'Ivoire, élection, pas élection?
Élection, selon le quotidien Le Matin avec cette une, scrutin du 31 octobre, tout se met en place. Pour le confrère, toutes les conditions étant réunies pour que la présidentielle se tienne à la date prévue, aucun scénario de transition n'est envisagé. Merci Renaud Kobianguesson. On vous retrouve demain. Ce sera avec Alix Kokola, que nous saluons, qui lui faisons un gros bisou. Ce sera avec Alix demain. Et puis nous, on se retrouve jeudi, toujours avec le même plaisir pour égrener le chapelet, c'est ça, hein, des titres et surtout des travers, de l'intérieur aussi de nos journaux. On salue au passage tous nos journalistes et tous les membres des différentes rédactions qui font en sorte qu'on a l'info tous les matins avec beaucoup de plaisir. C'est vrai, l'ordinateur, Internet, tout ça, mais le papier, le journal au niveau papier, c'est très important et ça sauve des familles, n'est-ce pas mon très cher? C'est bien cela. Allez, bonne journée à vous. À vous aussi. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs, avec maintenant le volet droit. On a beaucoup de temps à passer avec Maître Koné Kiobien. Aujourd'hui, nous allons parler de droit médical et Covid-19, mais nous allons parler également de Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Maître Koné Kiobien, bonjour. Bonjour Marcelin. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 avril. Le 28 avril est consacré à la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ça fait un moment, bien sûr, maintenant que cette journée fait la promotion de la prévention des accidents et maladies professionnelles dans le monde entier. D'où cette question, sommes-nous en sécurité là où nous travaillons? Et l'homme de droit que vous êtes, la personne toute trouvée pour disséquer par rapport à ce sujet, est-ce que les normes prises pour assurer la sécurité au travail dans notre pays, la Côte d'Ivoire, relativement à notre droit, sont une réalité? Bon, permettez-moi d'abord de paraphraser l'un de mes illustres professeurs, des droits largement proclamés et très difficilement protégés. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur le plan textuel, nous avons un arsenal juridique dans notre pays qui permet de dire que nous devrions être en sécurité au travail. Devrions. Parce que dans notre code du travail, il y a tout un chapitre qui est consacré à la santé et à la sécurité au travail. Ah bon? Obligation est faite à nos inspecteurs de travail de faire des visites inopinées dans nos entreprises pour s'assurer que le travail qui est exercé est fait selon les normes sanitaires requises. Et mieux, d'autres dispositions protègent spécifiquement des personnes particulières, les enfants et les femmes. Et puis aussi, il y a une réglementation sur le travail de nuit. Pour vous dire que sur le plan législatif, sur le plan réglementaire, notre arsenal juridique est au point. Maintenant, quid de la pratique? Effectivement, et c'est là où nous vous attendons. Vous, qui êtes un observateur averti au niveau du droit, est-ce que ça s'est mis en application dans notre pays? Parce que je rappelle les chiffres qui font peur. 2,2 millions de travailleurs meurent dans le monde des suites des accidents du travail et 5 000 personnes par jour. En Côte d'Ivoire, on n'a pas les chiffres parce que vous savez, chez nous, les statistiques, ça relève pratiquement du mythe. On espère que ça va changer un jour, on n'a pas les chiffres. Mais bon, c'est une réalité aussi chez nous. Avant même l'avènement du Covid, sortez un peu devant la RTI. Regardez déjà les premières personnes qui nettoient notre ville. Quel dispositif sanitaire est mis en place? Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui est mis en place? C'est la magnanimité et le bon vouloir, la bonne foi des automobilistes qui évitent les dames qui balaient nos rues, qui évitent les hommes qui balaient nos rues. Lorsque vous voyez les éboueurs, quel arsenal ils ont pour dire qu'ils sont protégés? Vous en avez vu, vous? Ben oui. Bon, certainement que moi, où je passe... On a fait un élément avec les éboueurs dans ce qu'on appelle Matin chez vous, cette incursion que nous faisons au sein de la population. Malheureusement, on ne peut plus faire par rapport au Covid-19, mais on a remarqué que les salaires ne sont pas conséquents, il y a eu des aveux, ce n'est pas évident. Et en plus même, le matériel de travail. Le matériel de travail. Le matériel de travail lui-même. Faites un peu un tour dans nos usines. Regardez là, les conditions de travail. C'est vrai qu'on parle des usines, on parle des éboueurs, mais regardez nos banques, c'est-à-dire des sociétés qui sont censées être huppées, où la dame qui est en contact constamment avec le mercure
À peine on lui donne du lait, à peine on lui donne des séances je sais pas, d'entretien de ORL, je sais pas. Rien, il n'y a rien de tout ça. Mais le droit dit quoi? Mais le droit dit que ça ne devait pas être ainsi. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'organisme de normalisation qui vient dire, voilà, vous avez une usine? Non, c'est l'inspection du travail. Mais D'accord. avez-vous été dans nos inspections du travail? Non. Faites un tour, vous serez édifié. Dans quelles conditions de travail? C'est lui qui doit faire respecter les normes au travail. Donc, même l'inspecteur du travail, même sa santé au travail n'est pas garantie. On vous demande le centre un centre, n'importe lequel, concernant les régies financières, vous les reconnaissez. Vous savez que tel centre des impôts, tel centre du trésor, telle institution est dans tel secteur et est là. Mais les inspections du travail, vous savez où se trouve l'inspection du travail de Cocody? Vous savez où se trouve l'inspection du travail de Yopougon? Mais allez-y faire un tour. Est-ce que vous savez où se trouve le centre de l'inspection du travail de Trashville? Mais à Djamé, vous connaissez la gare routière d'Adjamé? Je ne sais même pas comment vous expliquer. Si on vous demande c'est là-bas que se trouve l'inspection du travail d'Adjamé. Si de nos centres d'inspection sont dans un tel délabrement, la faute à qui alors? Oh. Allez jusqu'au bout de votre pensée. Non, on va vous dire la faute est à plusieurs niveaux. Celui qui est chargé de diriger l'institution. Le premier niveau, c'est qui? Le premier niveau, d'abord, c'est l'inspection. C'est-à-dire on est l'institution inspection. Mais à la direction du travail. L'inspection découle de quel ministère? Et le ministère découle de l'État. Donc c'est l'État. C'est l'État. Donc ça veut dire que chez nous, la valeur travail n'est pas considérée. C'est un peu comme si on disait... Non, la valeur travail est considérée, mais c'est la protection du travail tout à fait, qui parce est que défaillante. On a l'impression que, bon, j'ai eu mon travail, vraiment je suis sauvé. Très bien. Quelles que soient les conditions qui sont dedans, j'ai eu mon travail pour parler comme chez nous. Voilà. Moi, ce n'est pas tout le monde qui travaille, c'est vrai. Absolument. Regardez par exemple nos cadreurs qui sont ici. Parce qu'avant de partir chez les éboueurs, à banque, il faut quand même regarder chez soi. Est-ce que vous pensez que c'est les tenues adéquates, par exemple, pour faire la caméra ou même pour faire le son? Moi, je prends un exemple comme ça, hein, je dis ça, je dis rien. Je vais dire, et puis en plus, par ces temps de Covid, est-ce que le Covid n'est pas une occasion royale pour revoir nos fondamentaux, pour la protection des personnes qui travaillent? Absolument, absolument, absolument. Je le pense aussi. Parce que sur le plan textuel, j'avoue, on n'a rien à reprocher à notre pays. Sur le plan textuel, toutes les normes, les syndicats font leurs efforts, le ministère du Travail fait ses efforts, les députés font leurs efforts, les autorités réglementaires font leurs efforts pour qu'il y ait des textes. Mais lorsqu'on a les textes, il faut les appliquer. Mais quand on ne les applique pas, qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce qui est si difficile pour appliquer des textes? Parce que... L'inspecteur du travail vous dira quels moyens j'ai pour aller contrôler telle usine, telle usine. Nous sommes combien d'abord? Il y en a qui vont recevoir les plaintes, d'autres vont partir. D'abord, en nombre, ils sont insuffisants. Et en plus, les moyens matériels manquent pour pouvoir faire les tours. J'en ai discuté avec plusieurs inspecteurs du travail. Ils disent, mais on veut bien, mais on va comment? Vous comprenez? Parfois même pour avoir le papier pour travailler. Mais c'est difficile. Mais allez à Bassam. Regardez dans quelles conditions travaille l'inspection du travail. Vous ne saurez même pas que c'est là l'inspection du travail. Parce que je crois que l'inspection du travail emprunte un local qui appartenait, je crois, à la sous-préfecture, quelque chose comme ça. Ah bon, à ce point-là? Mais oui, bien sûr. Allez faire un tour là-bas. Vous allez constater. Mais chaque 1er mai, et ça tombe bien, bientôt c'est le 1er mai, j'espère que des personnes nous suivent afin de... C'est des choses à prendre en compte aussi pour les relever. Le chapelet de revendication, est-ce que tout ça est dedans? Qu'on donne le 1er mai au président. On voit souvent les chapelets de revendication des syndicats. Mais maintenant, est-ce que les inspecteurs du travail, je ne sais pas. Oui, parce que... Mais sinon, franchement, sur le plan protection du travail, protection au travail, nous avons beaucoup d'efforts à faire. Il y en a trop. Les actions, les actes et le terrain est en inadéquation avec les textes. Parce que quand on lit les textes, mais souvent, souvenez-vous que dans les supermarchés, c'est grâce à Matin Bonheur qu'un supermarché a dû être obligé de donner des sièges à ses caissières. Merci beaucoup. Elle venait au travail, elle s'arrêtait. Au moins on sert à quelque chose. Lorsque la RTI a fait une incursion dans le milieu, c'est à partir de cet instant-là qu'elles ont commencé à avoir des sièges. Mais il n'y a pas de protection. Regardez par exemple, quand on parle comme ça, ce n'est pas forcément pour le côté ouvrier ou bien ceux qui sont dans l'opérationnel. Un directeur de société, son siège, est-ce qu'il a le droit de choisir son siège selon ses pathologies? Peut-être qu'en arrivant au travail, il a un problème de dos.
par exemple, un animateur de télévision qui doit s'asseoir pendant 95 minutes sur un siège, est-ce qu'on demande son avis, par exemple, pour dire, par rapport à l'ergonomie, le monsieur qui va travailler avec le marteau, est-ce qu'on lui dit, est-ce que au début, vous n'avez pas de problème de main, pour qu'à la retraite, est-ce que c'est des questions que les gens posent? Là, la question se pose. Maintenant, au niveau des services médicaux, Oui. c'est quoi un service médico-social, un conseil de santé dans les entreprises? Est-ce que ça existe? Normalement, ce conseil devait exister. Il y a un comité de la santé et de sécurité Voilà. au travail. Comité de santé Oui. et de sécurité. Au travail, oui. Chaque entreprise est obligée d'en avoir. Entreprise de combien de personnes? D'abord, avant d'en avoir. Ou bien n'importe quelle entreprise, de facto, devrait... En principe, non, c'est pour les délégués du personnel et autres qu'il y a des normes qui sont exigées. Mais à partir du moment où vous commencez à employer, bon, si vous êtes à 3, je ne crois pas que vous allez faire un comité de choses. Mais surtout, en pratique, c'est dans les industries de manufacture, les services où il y a beaucoup de monde. En général, il faut pouvoir avoir ce comité-là. Pour pouvoir... Mais quand on dit comité de santé, ne voyez pas seulement le côté médical. La sécurité même au travail. Oui. Par exemple, regardez bien, combien d'entreprises aujourd'hui ont des méthodes, des dispositifs d'accès aux personnes physiquement diminuées? On n'en a presque pas. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société élitiste. Soit vous êtes très bien portant, vous avez toutes les capacités pour pouvoir accéder à nos services, ou bien vous n'avez pas toutes les capacités, vous êtes exclu. En réalité, c'est cela. Et ça, ce que les gens oublient, c'est que c'est une violation des droits humains. Mais quand vous portez plainte, maître, c'est là où les téléspectateurs se plaignent, où mon téléphone crépite, parce que je vois les messages déjà. Marius Théan qui nous envoie ce message. Quand vous portez plainte, le souci, c'est que après, non seulement vous perdez le procès, la plupart du temps, mais en plus, vous êtes renvoyé, serré sur le gâteau lugubre, comme pour parler comme lui. Vrai ou faux? Oh, s'il le dit, c'est qu'il l'a vécu certainement, ou bien il connaît quelqu'un qui l'a vécu. Mais en son temps, il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique où une dame qui n'avait pas les capacités de se rendre dans une agence de banque, elle a porté plainte normalement. Elle était cliente, elle n'était pas employée de la banque. C'est grâce à la puissance des réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux et son avocat ont vraiment porté l'affaire et elle a eu gain de cause. Mais si la personne est dedans, qu'elle porte plainte, on la renvoie. C'est vrai qu'elle pourra gagner son procès, il y aura peut-être une indemnisation conséquente, mais elle aura perdu son boulot. Alors, on espère que nos inspecteurs du travail auront les moyens, parce que tout part de là. Visiblement, quand on parle avec vous, c'est de là qu'il faut, c'est là vraiment, il faut donner les moyens conséquents à nos inspecteurs afin qu'ils puissent faire des descentes inopinées. Et puis, il faut avoir affaire aussi à des inspecteurs irréprochables qui ne se laissent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsqu'on a autorité de contrôle, il faut avoir les moyens de contrôle. Et il faut avoir les moyens d'éviter, du moins de ne pas céder aux pressions. Bon, quand je dis pression, ce n'est pas forcément les pressions, je vais dire juridiques ou les pressions de notre ordre, mais multiformes, justement. Il faut pouvoir donner les moyens d'être libre. Voilà. Mais donc, quand vous regardez, digne, justement, quand vous regardez, quand on dit sécurité et santé au travail, la circulation partout, on se rend compte que la sécurité au travail n'est pas vraiment de mise. La santé au travail, alors là, c'est encore difficile. En son temps, même dans nos écoles, regardez bien, il y a combien de centres de santé pour les enseignants? Ceux qui utilisent la craie, ceux comment ils se déplacent, dans quel type de transport ils circulent. Même regardez même le transport de tous les jours. On circule comment? Quelle est la santé? Quelle est la sécurité de nos travailleurs? Le bon côté de cette crise que nous vivons relativement au Covid, c'est que ça va nous permettre de revoir nos fondamentaux. Vraiment au plus profondément dans la société, ça va nous permettre de savoir que franchement, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une maladie, une crise sanitaire pour respecter les normes de la santé. Parce que cette maladie-là nous touche vraiment dans un moment très important. On va revenir là-dessus dans quelques instants seulement. Et on espère qu'on va remettre et donner les moyens à tous ceux qui travaillent pour contrôler, valider tout ça. Toutes ces institutions-là de normalisation qui n'existent hélas que de nom. Parce qu'il faut vraiment des choses concrètes pour que les travailleurs se sentent en sécurité. Nous sommes dans la lignée de la fête du travail, du 1er mai. On va revenir à vous tout à l'heure. Voilà. Eh oui. Le marteau, par exemple, on ne choisit pas un marteau n'importe comment pour travailler parce qu'après, ça peut agir sur le bras quand on est à la retraite, par exemple. Matin Bonheur, émission d'utilité publique. On se retrouve dans un instant. Le temps pour nous de passer par la pub. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, nous avons constaté l'arrivée du coronavirus à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais vous inciter à pratiquer des gestes simples. Lorsque vous voulez éternuer ou tousser, toussez dans un mouchoir. Si vous n'avez pas de mouchoir, toussez dans le creux du coude.
Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Il faudra éviter les lieux publics, les regroupements, les salutations, les bises, les accolades. Il faut aussi éviter de se toucher le visage avec les mains, le nez, les yeux et aussi mettre le doigt dans la bouche. Prendre soin de toi, c'est prendre soin des autres. Retour sur le plateau de Matin Bonheur avec Maître Koné Kiobien, avec qui nous parlons de droit et droit médical et Covid-19. Ça, ce sera dans quelques instants. Mais avant, on parle aussi de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Au niveau des tests, hein, tout y est. On a tout. On a le cadre législatif. Mais seulement, le petit truc, hein, si on peut s'exprimer ainsi, c'est que c'est dans la matérialisation. Voilà. Pourquoi on a cette habitude-là de tout mettre dans les tiroirs alors que nous avons un beau pays et surtout, ce qui est bien, c'est que si on respecte ces normes, mais c'est l'économie qui va vraiment décoller, mais sincèrement et sérieusement, par ces temps de Covid, par ces temps qui tanguent, comme dirait le poète. Maître, doit-on s'inquiéter, mais il y a encore de l'espoir pour parler comme quelqu'un? Bon, l'inquiétude, c'est l'attitude de celui qui ne croit pas. Si les textes sont là, le plus dur, c'était avoir des textes adéquats. Et on a les textes. Disais, on a les textes sur le plan droit du travail, il y a les textes. Au niveau de la fonction publique. La fonction publique, nous avons les textes. Même dans le privé. Mais oui, bien sûr, dans le privé, tous les textes sont là. Le Code du travail, en tout cas sur ce plan, le Code du travail a été, la convention collective, tout a été prévu pour que le travailleur, le fonctionnaire soit en sécurité au travail. Bon, en son temps, il y a eu des efforts qui ont été faits dans les débuts. Des services, des services sanitaires et médicaux étaient disponibles. Bon, en son temps, il n'y avait pas... On n'était pas 15 millions et 20 millions d'habitants. Le nombre de travailleurs n'était pas aussi élevé. Gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, justement, ça n'a pas été prévu. Et on vous dira aussi qu'on est passé par plusieurs crises qui ont peut-être dégradé les systèmes, mais il faut pouvoir les remettre à flot. Sinon, sur le plan protection textuelle, il n'y a pas de souci, mais c'est en pratique les inspecteurs du travail qui doivent contrôler. Ils vous diront, mais même si on contrôle, qu'on découvre des infractions, on va sanctionner. Imaginez-vous aussi, un inspecteur me disait ceci, on sanctionne, on ferme. Les travailleurs même viennent vous dire, non, nous n'avons plus de travail. Donc c'est comme le serpent qui se mord la queue. Mais oui, il y a une dame que j'ai interrogée hier par rapport au thème. Elle travaille dans une société de fabrication de mèches. Elle est asthmatique sévère. Et elle est exposée chaque jour à des inhalations. Mais elle me dit, mais M. Gouvoy, je fais comment? Mais ça donne pratiquement les larmes aux yeux. Parce que c'est vrai, elle a un salaire, elle touche 110 000 francs par mois. Ça fait 15 ans qu'elle est dans l'entreprise. Imaginez ce qu'elle a dû inhaler. Est-ce qu'à côté de ça, on a vraiment un dispositif pour sa santé et tout ça? Non, mais c'est qu'il n'y en a pas. C'est compliqué. Justement, c'est qu'il n'y en a pas. Faites un tour, c'est nos zones industrielles seulement, vous allez voir. Mais les gens vont vous dire, bon, si on ferme, si on veut sanctionner sévèrement qu'on ferme, les employés ne vont plus avoir de travail. Et c'est encore pire que de ne pas être en sécurité au travail. Ce qu'on peut faire, c'est de trouver le juste milieu. Faire en sorte que peut-être l'État fasse des allègements fiscaux pour ceux qui respecteront les normes. Ou bien de ne pas fermer obligatoirement, mais peut-être sanctionner sur le plan financier. Vous comprenez? Mais seulement, il est nécessaire que ceux qui font du profit pensent à ceux qui leur permettent de faire ce profit. Voilà la problématique. Est-ce qu'on pense à celui qui nous permet de faire le profit? Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce que quand il vient au travail le matin, il est moralement au point pour travailler, matériellement au point pour travailler? Il y a un autre élément qu'on ne voit toujours, on ne voit jamais, la pression psychologique au travail. Il n'y a pas de suivi médical. Ça produit le burn-out. Justement, il y a des pressions que les gens subissent parfois qui font que matériellement, vous allez le voir physiquement, ces personnes n'ont rien, mais elles ont des problèmes psychologiques. Exemple, le gars, il vient au travail, il sait que malgré tous les efforts qu'il va faire, on ne va jamais reconnaître son talent, on ne va jamais reconnaître. On va donner tout ce talent-là à quelqu'un qui est parachuté là pour d'autres causes. Très bien. Connaissez nos pays. Très bien. Ce qu'on appelle le harcèlement, pas forcément le harcèlement sexuel, mais le harcèlement moral au travail. En général, dans des entreprises assez évoluées, il y a des personnes pour suivre ces personnes-là. Il y a des personnes aussi qui subissent
des coûts de la vie, par exemple la perte d'un être cher, on passe par un événement douloureux, qui font que sur le plan psychologique, les personnes ne sont pas à même de pouvoir continuer à travailler. Comme il se doit. Il faut peut-être un suivi psychologique, mais en Afrique, c'est rare de voir des entreprises faire ce suivi psychologique-là. Et c'est des détails. On me dira, oui, ils parlent comme dans des pays très développés. Mais c'est par là qu'on passe aussi pour pouvoir se développer un jour. Absolument. Voilà. Et ce 28 avril-là, on a une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent en silence sur le lieu de travail parce que leur sécurité ou leur santé n'est pas garantie. On espère que cela va changer. On va donner des moyens adéquats à ceux qui sont censés vraiment réglementer tout ça afin que, il faut y penser, l'économie puisse être vraiment, vraiment au top parce que ça va permettre aussi à notre économie de décoller si on a des environnements, un environnement vraiment bien pour s'épanouir au travail. Alors, sinon, aujourd'hui, on va parler aussi du droit médical et du Covid-19. Il y a beaucoup à dire parce que le Covid a ouvert les yeux de beaucoup d'entreprises et surtout de la société. Le Covid a défiguré notre société. Par rapport à ça, il faut avoir une riposte. Quelle est l'étendue? Quand on parle de droit médical et Covid-19, docteur, quelle est l'étendue du droit médical à proprement parler concernant le Covid? Merci de me faire docteur. Maître, docteur en droit, bientôt. Je prends la bénédiction. Je serai à la soutenance. Très bien. Donc, quand on parle du détenu du droit médical, quand on dit droit médical, il y en a qui vont vous dire tout de suite, c'est le droit des médecins. Mais non, pas seulement. Le droit médical prend en compte le droit des activités médicales, le droit du personnel soignant, le droit sur les médicaments, le droit sur les dispositifs médicaux et le droit des actes médicaux. D'accord. Oui. D'accord. Oui, parce que tous ces éléments-là sont réglementés. Alors, juridiquement parlant, oui. Qu'est-ce qu'on entend par médicament? C'est quoi un médicament juridiquement? Très bien. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Eh oui. Ce médicament, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas homologué, ce n'est pas aux normes, c'est un alicament, c'est ceci, c'est là. On ne peut pas accepter. Je mets l'un en garde, l'autre met l'autre en garde, ainsi de suite. L'OMS dit non, l'OMS dit oui. Tout le monde accourt. Voilà. Le médicament, juridiquement, la définition nous est fournie depuis un texte français, naturellement. Comme toujours? Non, pas comme toujours. Sachez que on n'a pas nos réalités particulières. La fabrication du médicament est réglementée. C'est tellement réglementé que seuls les États qui les produisent les réglementent. Mais les générations actuelles auront du mal à comprendre. Nous, notre génération, peut-être, peut comprendre que tout vient de la France, tout ça. C'est ça qui nous met dans des problèmes aujourd'hui. Même pour valider un médicament, les gens sont en droit de se poser des questions. Ceux qui sont nés en 2000, ils auront du mal à comprendre que chaque fois qu'on parle de ça, on a recours à la France. Mais non, M. Gouveil. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens. La France. Ne voyez pas la France. Aujourd'hui, dites-moi un laboratoire de fabrication de médicaments purement ivoirien. Non, c'est comme, je vous dirais, dites-moi une société de fabrication d'avions. C'est réglementé, quelle que soit votre puissance. Sur le plan organisationnel, sur le plan légal, il y a des règles. On vous dit c'est ceux-là qui peuvent vous produire, de sorte que s'il y a un problème, on sache à qui demander. Vous comprenez? C'est comme la fabrication des avions. Quelle que soit votre économie, il y a des fabricants d'avions qui sont déjà connus et c'est à eux qu'on concède cette capacité de fabriquer. Vous pouvez peut-être donner votre marque, mais c'est eux qui vont fabriquer. Alors la question... Donc le médicament, pour revenir au médicament, le médicament se définit comme étant une substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives, c'est-à-dire qui guérit, ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, pouvant être utilisées chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant leur être administrées en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Vous voyez que pour le commun des mortels, c'est lourd comme définition. Ça veut dire que c'est un produit qui est considéré comme tel, qui peut être administré à un homme ou à un animal, soit pour le protéger préventivement, ou pour le protéger curativement, c'est-à-dire pour le protéger, pour l'immuniser ou pour le guérir, ou pour permettre de découvrir d'autres pathologies, ou de lui permettre de remettre à flot son système de santé, ou sa protection, par exemple, booster son immunité. C'est ça le médicament. C'est-à-dire juridiquement, c'est ça qu'on peut appeler comme médicament. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les plantes médicinales
il y a ce qu'on appelle les compléments alimentaires, il y a ce qu'on appelle des produits de beauté, mais qui peuvent avoir, voilà, les alicaments. On te dit que ce n'est pas un médicament, mais. Vous comprenez? Donc, c'est une incursion du droit dans le domaine scientifique. OK. Alors, question. Quels sont les instruments juridiques applicables à la gestion, par exemple, de la pandémie du Covid-19? Très bien. Je vais parler de loi, là. Oui. Aujourd'hui, pour pouvoir gérer la pandémie de Covid-19, si quelqu'un veut poser un acte médical, il doit se référer d'abord en premier lieu. Peut-être que ça va vous vexer un peu. Non. Je ne fais pas comme à l'OMS, Organisation mondiale de la santé. C'est l'organe par excellence dans le monde en matière de santé. C'est une organisation spécialisée des Nations Unies. Vous savez, quand l'ONU a été créée, il a fallu, à un moment donné, réglementer chaque domaine. Des agences spécialisées. Justement. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a eu pour mission de s'occuper de tout ce qui est santé. Et en plus de l'Organisation mondiale de la santé, nous avons l'Organisation ouest-africaine de la santé. C'est une organisation de chez nous, ouest-africaine de la santé, qui est chargée aussi de réglementer les questions de santé en Afrique de l'Ouest. Il a nos lois nationales. En plus de nos lois nationales, quand je dis nos lois nationales, nous avons le statut des médecins, nous avons le statut des pharmaciens, le statut des infirmiers diplômés d'État, le statut des agents de santé. Il y a un arrêté portant réglementation de la direction, portant institution de la direction de la pharmacie, du médicament et du laboratoire. C'est cet organe-là qui est chargé de valider tous les médicaments qui rentrent en Côte d'Ivoire pour être utilisés sur la population ivoirienne. Ça veut dire que, donc, quand vous disiez que tout doit venir de là-bas, non, nous avons aussi nos structures. Ils peuvent appeler ça là-bas médicament, mais quand ça arrive ici, que ceux-là regardent, ils peuvent dire non, tel que ça se présente, ça ne peut pas être utilisé chez nous. Ils peuvent ne pas appeler ça médicament chez eux. Bon, mais de toute façon, si ils n'appellent pas ça médicament, ça n'arrivera même pas ici. Donc, il y a la réglementation d'urgence issue des mesures exceptionnelles prises aujourd'hui pour la gestion de Covid-19. La dernière fois, je parlais ici de législation, je parlais de réglementation de crise. On vous dira, par exemple, quand vous regarderez certains textes, ce texte vous dira on ne peut pas utiliser tel produit. Ou bien tel produit a été retiré. Mais pour l'urgence, on peut décréter que tel produit doit être utilisé. C'est très actuel, ça. Oui. OK. Donc, alors, Maître, quelle est l'étendue de la compétence de l'OMS dans la gestion du Covid? Très bien. J'ai lu sur les réseaux sociaux, je le dis trivialement, hein, c'est ce que j'ai lu, que j'ai dit. On s'en fout de l'OMS. Est-ce que tel médicament a été considéré d'abord par l'OMS avant qu'on utilise ça chez nous? Est-ce que c'est reconnu par l'OMS? Est-ce que tel médicament a été reconnu d'abord par l'OMS? Est-ce que, j'en ai parlé de plusieurs produits qu'on utilise couramment dans les feuilles de ceci, les écorces de cela. Est-ce que l'OMS a reconnu ça d'abord avant qu'on utilise? Est-ce que c'est homologué? Est-ce que c'est homologué d'abord avant qu'on utilise chez nous? Que l'OMS, on n'est pas d'accord. Si. Bon, ça, c'est la réaction de celui qui n'est pas vous et moi. Parce qu'on fait partie de l'ONU, de l'OMS, de l'UNESCO, on appartient à ce concert. L'OMS a pour mission première l'harmonisation et la codification. Ça, c'est l'OMS qui détermine les conventions, les normes et tout ce qui est règlement en matière de santé. Si vous vous souvenez bien, c'est l'OMS qui classifie les maladies. D'accord. C'est l'OMS qui vous dit, ça, c'est tel type de maladie. Cette maladie-là a été éradiquée, cette maladie n'a pas été éradiquée. C'est l'OMS qui détermine les mesures sanitaires. Pour dire qu'il y a Covid, c'est l'OMS qui l'a dit. Sinon, on n'aurait pas appelé ça Covid. Pour dire que c'est une pandémie, c'est une pandémie, c'est l'OMS. Oui. Donc, c'est l'OMS aussi qui homologue les médicaments. C'est l'OMS qui te dit, ce médicament, on peut l'utiliser ou pas. Mais si l'OMS est si exempt de reproches, comme vous dites, pourquoi le premier bailleur, le premier apporteur de fonds, les États-Unis d'Amérique, a décidé d'enlever leurs fonds à l'OMS? Si l'OMS est si sans reproche, comme on le dit. Dans la gestion du Covid, l'OMS a été critiquée. À tort ou à raison? À tort et à raison. À tort, parce que vous confiez des normes, des missions à une structure. De l'argent aussi. De l'argent aussi. Maintenant, si elle fait ce qu'il faut, selon les normes que vous lui avez montrées, si aujourd'hui elle fait mal, bon, ou bien elle fait des choses qui ne marchent pas comme vous le voudriez, bon, vous pouvez critiquer. Donc, à raison, on la critique. Et aujourd'hui, la critique, elle est acerbe. Hein.
autant du côté européen que du côté américain. On estime que l'OMS a mal géré la gestion de Covid, a mal géré la situation de Covid. Et ça, un président a pu dire qu'il retire, les États-Unis ont dit qu'ils retiraient leur subvention à l'OMS parce que on reproche à l'OMS, malheureusement, l'OMS n'a pas de laboratoire à elle. L'OMS est obligée de travailler avec les laboratoires, est obligée de travailler avec les institutions de recherche qui ne sont pas sous son contrôle. Et mais ces institutions-là, forcément, peuvent la contrôler. Lorsque quelqu'un n'est pas sous votre contrôle, finalement, je crois que c'est lui qui finit par vous contrôler. La main qui donne, la main qui ordonne, comme Très disait bien. Lumumba. Alors, dites-nous, c'est quoi ce souci avec les médicaments? Chaque fois qu'un Africain, franchement, je le dis, je sais que beaucoup de personnes allaient m'en vouloir si je ne posais pas cette question. Chaque fois qu'il y a un médicament ou un alicament, je ne sais pas comment, quand ça vient de chez nous, automatiquement, il y a une certification non apivirine. Bon, je ne vais pas citer de marque, désolé, mais je vais dire médicaments de Madagascar. Pourquoi chaque fois on regarde ça de façon condescendante? Ou bien c'est parce qu'il y a un complexe qui vient de nos propres chercheurs? Non, mais tout dépend. Les normes locales, parce que vous avez dit qu'il y a des degrés. Oui, il y a des Il y a degrés. l'OMS et puis il y a au niveau africain Au aussi. niveau africain, oui. Mais cet organisme africain-là, quand Oui. l'OMS, ou même quand les gens disent que oui, c'est un sous-médicament, c'est ceci, c'est cela, cet organisme-là est où? Mais c'est de là viennent des désaccords. Les désaccords entre l'OMS et les praticiens. Parce que l'OMS, elle est dans une norme. Elle est dans, il y a des paradigmes qui sont Qui présentés. définit ces normes-là? On a c'est 54 des pays en Afrique quand même qui peuvent faire le poids. Mais c'est des experts qui ont été choisis sur le plan international pour dire c'est ceux-là seuls. Mais n'y qui a-t-il peuvent pas des faire experts ceci. en Afrique Mais aussi? c'est vrai, je trouve qu'un Africain trouve quelque chose. Mais pour que cela soit reconnu, il faut que ceux-là donnent leur avis. Il faut que les souvent, Africains, l'avis, il faut que ses propres frères africains aussi le soutiennent, parce que ça, c'est très pas, bien, c'est pas très toujours bien. le cas. On a vu avec le, je ne dis pas la publicité, le professeur Didier Raoult en France, Oui, oui, oui. qui a été, que les autres ont soutenu. La population l'a soutenu lorsque tout le monde le combattait. Les gens s'alignaient pour prendre ce qu'il proposait. Ici, quand ça vient de l'Afrique net, on dit est-ce que ça là c'est bon? Mais ça, ça aussi, justement, c'est un problème sociologique à régler, quoi. Vous voyez, en cas de crise, souvent ces désaccords-là apparaissent. Est-ce que c'est Et bon à un même? moment donné, il faut que ceux qui trouvent puissent avoir le courage nécessaire pour dire les normes, d'accord, mais les circonstances exceptionnelles aussi. Oui. Parce que vous savez, vous et moi, on peut trouver quelque chose. Mais tant que sur le plan légal, il n'y a pas de couverture, aujourd'hui, si on administre ce produit à quelqu'un et que demain, il y a un problème, c'est nous deux. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas quelqu'un. Mais si le gouvernement dit, dans les limites de mon territoire, compte tenu de tel aspect, je décrète que ce médicament doit être utilisé. Comme par exemple au Sénégal, le Sénégal qui a commandé le médicament, bon, nous on appelle ça médicament sous réserve, on n'est pas médecin, de Madagascar. Il y a aussi d'autres pays qui ont commandé, qui ont passé des commandes. Ici, par exemple, certains produits sont arrivés aussi. Le gouvernement a décidé que la chloroquine soit utilisée. Donc ça, imaginez-vous, si le gouvernement n'avait pas décidé, ceux qui administraient la chloroquine l'administraient à leur risque et péril. Mais à partir du moment où le gouvernement dit, je donne l'ordre de... Je prends un arrêté pour, en ce moment, celui qui administre le médicament est protégé. Là, le désaccord ne sera plus entre un individu et l'OMS, ce sera entre un État et l'OMS. Vous comprenez? Or, le praticien, qu'est-ce qu'il a? C'est une question de responsabilité. Aujourd'hui, vous arrivez, vous pensez que ce médicament est bon. Bon, c'est un médicament, parce qu'on n'a même pas encore appelé médicament. Et malheureusement, pourquoi en Afrique, souvent, il y a ces problèmes-là? Puisqu'il y a des normes qui ont été établies, on dit pour qu'un produit soit considéré comme médicament, voilà le processus qu'il doit, voilà le chemin qu'il doit prendre. Oui, ça c'est vrai. Mais lorsque votre produit ne prend pas ce chemin, comme vous dites, ce n'est pas un médicament, mais si vous vous plaignez, c'est la norme que chacun a établie. On dit pour entrer à la RTI, voilà le chemin. Et vous, un matin, vous vous rendez compte que ce chemin est trop long. Mais tant qu'on ne le change pas, que vous passez par un autre chemin, Bon, qu'on vous chemin accuse. trop long, ça dépend d'où on vient. Parce que des fois aussi le chemin peut Justement, être... mais s'il savait que ce chemin a été homologué, oui, c'est ce chemin-là qui a été homologué malheureusement. Malheureusement. Et on est membre de l'OMS. De Et donc, s'il savait qu'on a un produit, l'OMS vous dit c'est comme ça qu'on doit faire, mais vous êtes obligé de vous plier, sauf à découvrir, à avoir des États qui disent, moi, il y a urgence, ma population est en train de se mourir, il faut que je fasse tout pour que ma population vive
Donc, je donne l'ordre d'utiliser. Alors, ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous regardent, notamment les jeunes, c'est que l'OMS, la Côte d'Ivoire et bon nombre de pays font partie de l'OMS. L'OMS a ses règles. L'OMS, et surtout aussi, parfois, ça vient de bons sentiments. Parce qu'il ne faudrait pas valider quelque chose qui va nous créer encore des problèmes demain. Parce que vraiment, on est dans l'urgence. Ça, c'est très important aussi à relever. Encore que il faudrait que le refus de validation soit objectif. Lorsqu'on se rend compte... Vous trouvez que ce n'est pas objectif? Mais il y a des moments où des trouvailles ont été rejetées, puis plus tard qui ont été reprises. Mais vous-même, vos chercheurs font quoi depuis? Mais nos chercheurs, ils ont mis quoi sur pied, concrètement? Ils ont proposé quoi? Mais ils proposent. Quoi? Ce qui doit... Dites-nous un nom que vous avez entendu depuis. Moi, on a entendu pour Madagascar, on a entendu pour Dakar, on a entendu pour enfin... Nous, on a proposé quoi? Mais le ministre de la Santé nous a... Le ministre de l'Enseignement supérieur est venu vous avez un nom de produit. Vous ne pouvez pas me donner un nom de produit. C'est qu'on n'a rien proposé encore. Mais il n'a pas encore donné le nom, certainement. Qu'est-ce que vous avez comme nom? Il n'a pas encore donné le nom. Donc c'est lui qu'on va attendre pour donner le nom. Mais justement, c'est lui qui fait son enfant. Facilitons un peu la tâche puisqu'il est au front sur le Covid. Il faut que les chercheurs, et puis c'est des ministères différents. Absolument. Il y a le ministère de la Recherche scientifique et puis il y a ce que le vous dites ministère est tellement vrai. Plutôt que critiquer, trouvez. Lorsque vous trouvez qu'il s'agit du litige avec l'OMS, certainement que vous trouverez des gouvernants pour vous dire si c'est bon, mes populations vont utiliser. Ce qu'il faut retenir aussi dans tout ça, c'est que quand on aura vraiment des moyens conséquents, les infrastructures, les chercheurs vont s'épanouir et trouver aussi facilement. Parce que ça aussi, c'est important. Oui, ça aussi, c'est important. C'est très important. Oui, c'est très important. Parce que nos chercheurs ont du talent et ils ont besoin, par exemple, d'un coup de pouce, surtout au niveau des infrastructures. Parce que même pour faire des statistiques, ici à Matin Bonheur, on a plusieurs fois décrié, même pour avoir des statistiques, parfois, il faut se tourner vers des institutions étrangères et ça fait mal. En tout cas, on a été très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. C'est ça, Matin Bonheur, émission d'utilité publique. Parce qu'ici, il faut dire la vérité. Parce que nous sommes au service des Ivoiriens. Bonne journée. Achoo!